Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 7 août 2022. Dans les informations de ce jour, 3 candidats ont quitté l'aventure de la Voix d'Or 2022 organisée par Viva hier durant la demi-finale. 9 candidats restent en lice pour la finale samedi prochain. La prestation des candidats est de plus en plus élevée à cette étape du concours. Reportage. Faut pas compliquer la vie, oh, oh. Suja la vie, sei suja Natal, sei suja la vie, suja Natal. Faut pas compliquer la vie, que para na arte, Gandini. Si que ça m'y est fallu, si tini. La performance des candidats durant cette étape de la demi-finale du concours de la Voix d'Or a été particulière. Le thème de cette demi-finale d'hier a été le Frenchy années 80. Ainsi, ce sont les chansons des années 80 qui ont fait l'objet de tirages et ont été chantées par les candidats devant le jury. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Ça me rejoindra la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton... L'ambiance a été chaude, le niveau des enfants a été élevé. 3 jeunes filles ont été choisies dans le top 3, à savoir Falmbavak, Mirinj et Yafti. Falmbavaka, Mirindra, Iftina. Mais étant donné qu'il s'agit d'un concours, des candidats doivent quand même quitter l'aventure. 3 candidates ont ainsi été éliminées, à savoir Kezia, Carmela et Romina. Ismaël, Sabrina, Neuf candidats poursuivent l'aventure de la Voix d'Or Viva à la Farm Academy et seront en lice pour la finale de ce samedi. L'aventure à la Farm Academy peut être suivie tous les jours dans la quotidienne de la Voix d'Or après le journal en version malagasy. Dans un tout autre sujet à présent, le ministre des Travaux publics a effectué hier la réception provisoire des routes réhabilitées mesurant 31 km dans le district de Nouzbé, région d'Iana. En général, les travaux ont suivi les normes et la qualité, même si quelques détails restent à rectifier par l'entreprise. Reportage. Rappelant que 4 tronçons de route sont concernés par les travaux de réhabilitation dans le district de Nouzbé, région d'Iana. Il s'agit de la route RNS 30 reliant Madir à Fassen, une route à 2 voies longue de 24 km. La route d'Ampura sur la PK 12 mesurant 6 km en chaussée bétonnée. La réparation des nids de poules sur la route d'Ambatlouk entre la bifurcation Royal Beach et le parking et la route du cratère faite d'enrobé lent d'1 km 300. La réception provisoire de ces 4 tronçons de route a été effectuée par le ministre des Travaux publics et son équipe hier. Les travaux suivent les normes et la qualité, selon le ministre, même si quelques points restent à rectifier. En outre, d'autres travaux restent également à faire dans la réhabilitation des routes de Nouzbé, notamment la route reliant Elville et Indilan, long de 26 km, dont les travaux ont été validés par le président de la République et débuteront bientôt, souligne le ministre. Le but est de réhabiliter toutes les routes de ce district de Nouzbé, a-t-il ajouté. La députée de Madagascar élue dans le district de Nouzbé, Marfid Christine Razaf-Javoun, dit Tati Chris, a affirmé que la population de Nouzbé se réjouit de voir les infrastructures routières en bon état. Les touristes peuvent ainsi visiter le recoin du district, même les communes les plus éloignées, affirme-t-elle.
Après le nord du pays, partant dans le sud, les exploitants et exportateurs de mica dans la région Anos sollicitent une rencontre avec le ministère de tutelle. La raison de la suspension de l'exploitation de mica dans la région a été l'emploi des enfants mineurs. Les exploiteurs et les responsables de base sont pourtant prêts à collaborer et trouver un compromis selon leurs déclarations, car des milliers de foyers n'ont pas trouvé du travail jusqu'à présent. Ils souhaitent ainsi trouver une solution tout en considérant le prix du mica. Reportage. Les micas restent stockés à Tolagnaro. Personne ne les achète. Depuis quelques années, l'exportation de mica venant de Madagascar a grandement baissé à cause de divers problèmes. À l'international, le nombre des acheteurs a baissé à cause de la Covid-19. D'un autre côté, la fixation du prix minimum n'empêche pas les exploitants et les exportateurs de mica à mettre en place leur prix selon les plaintes des opérateurs. Une raison pour laquelle ils demandent à ce que les responsables voient de près la situation. La plupart des opérateurs ne peuvent également pas exporter. Ils attendent ainsi la réforme de la loi et sont prêts à se concerter avec les responsables étatiques. Ils attendent également la reprise des délivrances des autorisations suspendues depuis quelque temps. D'un côté, les responsables de base comme les maires ont avoué que les carrières utilisent des enfants mineurs, une raison pour laquelle l'exploitation a été suspendue. Pourtant, beaucoup de foyers dépendent de ces carrières qui n'ont plus de moyens de subsistance. De plus, certaines terres sont fertiles comme celle d'Anjanbourg et ne peuvent être cultivées. Plus de 5014 foyers vivent de ces exploitations et doivent se contenter des aides humanitaires actuellement. Ils avancent que la surveillance des exploitations figure parmi les moyens pour que la population puisse de nouveau travailler. La suspension de l'exploitation n'est pas une solution vu qu'il n'y a aucun travail à donner à la population, sans parler de la sécheresse qui favorise l'immigration massive à Tolagnaro. Et concernant la situation de la Covid-19 dans le pays durant la semaine du 31 juillet au 5 août dernier, une personne a perdu la vie selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. 66 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans le pays. 51 cas viennent de la région Analamang, 6 cas ont été recensés dans les régions Diana et Matsachambun, 2 cas ont été détectés dans la région Atsnanan et 1 cas dans la région Amoronmani. 239 personnes suivent actuellement des traitements dont 6 présentent des formes graves. 127 personnes ont été par contre guéries de la maladie. Depuis l'entrée du coronavirus dans le pays, le taux de décès est de 2,12% selon le rapport du ministère de la Santé publique. Toujours dans cette page sociale, les revenus et les dépenses au sein d'un foyer ne sont plus équilibrés actuellement à cause de l'inflation. Selon les plaintes des femmes issues de classes vulnérables, les aides venant de l'État sont le seul moyen d'alléger les difficultés du quotidien. Les femmes doivent se soutenir, raison pour laquelle l'association des femmes dans le 6e arrondissement a vu le jour. Reportage de Fandesena Mireille. Les revenus dans leur foyer n'arrivent plus à combler les dépenses quotidiennes pour la plupart des veuves et des mères célibataires issues de classes vulnérables. Outre le repas quotidien qu'elles doivent trouver, la scolarisation de leurs enfants reste aussi problématique car les fournitures scolaires sont de plus en plus chères, affirme-t-elle. Les aides sociales venant de l'État sont le seul moyen pour alléger les difficultés de son quotidien, selon cette mère de famille. Ainsi, les femmes dans le 6e arrondissement se donnent la main, raison pour laquelle l'association des femmes a vu le jour. Une association qui vise à aider les femmes les plus vulnérables dans la recherche de travail, dans la formation et bien d'autres. L'association veut également trouver des partenaires pour aider ces femmes vulnérables, selon la présidente de cette association de femmes dans le 6e arrondissement. Dans l'information sportive de ce jour, le CFFA d'Andouaran Foot ou Centre de formation de football d'Andouaran Foot, c'est une équipe jeune et récente. Pourtant, elle a déjà eu de bons résultats en 2 ans d'existence. Durant la saison 2022, l'équipe de la commune d'Andouaran Foot a déjà été championne de Madagascar et a déjà porté le flambeau du pays durant la Ligue des champions d'Afrique. Le club veut aller loin dans le monde du football malagasy et appelle au soutien de tous, comme la préparation au déjeuner organisé pour aider le club. Reportage d'Azar Razonarville.
CFFA Indouaran Foods, au tout début de son existence, a déjà remporté le trophée de la Ligue d'Analamang et a pu accéder au championnat national de 2e division. Elle a été champion de Madagascar de cette 2e division. L'an dernier, l'équipe de CFFA a été champion de Madagascar. Elle a été ainsi choisie pour représenter Madagascar dans le championnat africain. Pour cette année, l'équipe est restée au sommet en restant champion de Madagascar. Néanmoins, faire face aux échéances internationales reste un défi, raison pour laquelle un déjeuner fraternel a été initié pour aider l'équipe. L'équipe de CFFA Indouaran Foods qui représente également le pays dans les championnats continentaux. De ce fait, le soutien de tous est le bienvenu, souligne le leader du club. Dans les actualités internationales de ce soir, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier avoir accordé sa grâce à son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo sous le coup d'une peine de prison de 20 ans dans son pays à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. France 24. Caroline Dumais, en direct d'Abidjan. Caroline, bonjour. C'est donc une grâce symbolique ? Absolument, une grâce attendue et un peu symbolique dans le sens où Laurent Gbagbo, eh bien, il est déjà à Abidjan. Il est à Abidjan depuis déjà presque un an. Il est arrivé en juin 2021 et il a finalement jamais été inquiété alors qu'il était, comme vous l'avez dit, sous le coup d'une condamnation de 20 ans de prison pour le braque de la BCAO dans les années 2010-2011. Mais une grâce quand même importante et puis également le dégel de ses avoirs, le paiement de ses arriérés, l'ouverture de ses comptes bancaires, donc il y en aurait pour 3 millions d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle pour Laurent Gbagbo, une bonne nouvelle également pour certains de ses collaborateurs, parce qu'Alassane Ouattara a annoncé un décret accordant la liberté conditionnelle à 2 anciennes figures de l'appareil militaire du régime de Laurent Gbagbo. Il s'agit du contre-amiral Vagba Fossigno, l'ex-patron de la marine, et du commandant Jean-Noël Abbaye, l'ancien chef de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Agban à Abidjan. Donc 2 personnalités importantes qui également vont bénéficier de la liberté conditionnelle. Donc voilà, une annonce importante. Les partisans de Laurent Gbagbo et sans doute l'ancien président lui-même espéraient une amnistie générale parce qu'il y a d'autres collaborateurs, notamment le général Dogbo Blé, qui aurait aussi souhaité être amnistié. Mais pour l'instant, le président Alassane Ouattara n'a annoncé que ces personnalités-là. Et Caroline, la date de cette annonce faite par Alassane Ouattara ce samedi soir n'est pas un hasard ? Absolument pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est une grande fête ici en Côte d'Ivoire. On fête les 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des fêtes d'indépendance à Yamoussoukro, des fêtes auxquelles sont conviés d'ailleurs l'ancien président Laurent Gbagbo, ses partisans, l'ancien président Henri Konan Bédié. Donc, c'est bien une illustration de la décrispation de la scène politique en Côte d'Ivoire. Et la Chine s'apprête aujourd'hui à boucler ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan. Une réaction de la colère à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. France 24. La stabilité de la région est menacée par l'agressivité dont a fait preuve la Chine. Il faudra voir quelle attitude Pékin va entretenir vis-à-vis de ses voisins, notamment vis-à-vis du Japon. En tout cas, la Chine a montré sa volonté d'isoler Taïwan. Sur le volet économique, Pékin a bloqué ses exportations de sable vers l'île et Taïwan en est dépendant pour la construction, pour fabriquer du béton et du verre. Mais les 2 économies chinoises et taïwanaises sont très liées et surtout impossible pour Pékin de se priver des semi-conducteurs taïwanais. Sur le plan diplomatique, pour isoler Taïwan, Pékin continue de faire pression sur Washington. On a vu que la coopération a été stoppée en matière de changement climatique et en matière de défense. Et il faut également noter que l'armée populaire de libération chinoise a annoncé de nouveaux exercices. Ils vont durer 1 mois avec des munitions réelles en mer Jaune et dans le golfe de Bohai. Ce n'est plus autour de Taïwan, c'est plus au nord, entre la Chine et les 2 Corées.
Toujours dans la page internationale, l'armée israélienne a affirmé hier avoir neutralisé les chefs militaires du djihad islamique depuis le début de la flambée de violence entre les deux ennemis. 31 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans la bande de Gaza selon les autorités palestiniennes. France 24 nous en dit plus. Cette nuit de samedi à dimanche, les tirs de roquettes ont diminué, mais sans pour autant s'arrêter. Pour la première fois ce matin, une roquette a été lancée de Gaza vers Jérusalem et a été interceptée par le dôme de fer, le système de défense aérienne israélien. Et Israël affirme avoir tué à nouveau un haut commandant du djihad islamique qui était responsable de la partie sud de Gaza. C'était Khalid Mansour. C'est donc le deuxième leader tué après Taysir al-Jabari qui a été tué vendredi après-midi dans une frappe israélienne. C'est cette frappe qui a justement lancé cette nouvelle flambée de violence entre Israël et le djihad islamique à Gaza. On parle de la pire flambée de violence depuis la guerre éclair de l'année dernière, la guerre de mai 2021. Et puis comme vous l'avez dit, Israël affirme justement avoir tué tous les chefs militaires du djihad islamique à Gaza, en plus d'avoir arrêté un leader très important en Cisjordanie, Bassam Saadi, qui a été arrêté. C'était le leader du djihad islamique en Cisjordanie. Il a été arrêté en début de semaine. Et en Cisjordanie, les opérations ont continué cette nuit. L'armée israélienne affirme avoir arrêté une vingtaine de membres du djihad islamique. Je le disais, l'armée israélienne dit se préparer à une semaine de raid, mais quels sont les objectifs ? Oui, le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est exprimé hier soir, samedi soir, et il affirme qu'Israël va continuer ses attaques le temps qu'il faudra. Pour lui, c'est l'occasion de faire ses preuves en tant que Premier ministre israélien depuis quelques mois seulement, et puis surtout à quelques mois des élections ici en Israël. C'est l'occasion pour lui de prouver aux Israéliens qu'il peut mener son pays dans la bataille. Le djihad islamique affirme aussi que cette bataille n'est qu'à ses débuts. En tout, il y a à peu près 400 roquettes qui ont été envoyées depuis Gaza vers le sud d'Israël et puis jusqu'à Jérusalem aujourd'hui. Samedi soir, la sirène d'alarme a également retenti à Tel Aviv. Des roquettes sont tombées dans la mer et puis une roquette a été interceptée par le dôme de fer. On a pu voir l'interception et puis surtout entendre l'explosion depuis Tel Aviv. Alors l'Égypte affirme travailler sans relâche pour tenter de calmer la situation, mais pour le moment, aucune négociation en cours pour un cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.